Parmi le foisonnement des combinaisons atomiques possibles au sein de l'univers, l'union de deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène donne naissance à la molécule d'eau. À l'état de glace, l'eau vagabonde au sein des comètes primitives. De la glace d'eau ceinture Europe, un satellite de Jupiter. L'eau est prisonnière du sous-sol de Mars, vestige de son abondance passée. Mais c'est sur une seule planète que l'eau, sous tous ses états, est aussi généreuse. À la verticale du Pacifique, notre monde apparaît depuis l'espace tel une boule liquide. Bienvenue sur la planète mer. Comprendre la Terre, étudier le vivant, prédire les évolutions climatiques ne peut s'entendre sans une parfaite connaissance de l'hydrosphère, l'enveloppe liquide de notre planète. Aujourd'hui, de nouveaux moyens spatiaux permettent aux océanographes et hydrologues d'acquérir une vision globale et précise de ce qui apparaît comme l'enjeu écologique et économique majeur du nouveau siècle. Sur Terre, on trouve principalement l'eau sous forme d'eau salée dans les océans. Les océans recouvrent 70% de la surface de la planète et contiennent 97% du volume d'eau total contenu sur la Terre. Alors dans ce qui reste, eh bien, on a 2% sous forme de glace dans l'Antarctique et dans le Groenland et seulement un tout petit pourcent sous forme d'eau douce. Cette eau douce, elle est contenue dans les fleuves, dans les lacs et également dans les sols et puis dans les nappes souterraines. Et c'est elle qui est disponible pour la consommation humaine. Si on voulait donner une image, eh bien, si l'ensemble de l'eau disponible sur la planète était contenue dans un gros seau d'eau, seulement une petite tasse contiendrait l'eau de la glace du Groenland et de l'Antarctique et une toute petite cuillère à café, l'eau douce, disponible pour les activités humaines et la consommation des milliards d'humains présents sur la planète. Pour étudier les océanographes réalisent des mesures depuis maintenant plus d'un siècle, à l'aide par exemple de marées graves, de bouées ou de navires, mais ces mesures sont ponctuelles et sont loin de couvrir l'ensemble du domaine océanique. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut surveiller l'ensemble des océans de manière continue et surtout à l'échelle globale. Et c'est par exemple ce que font aujourd'hui Topex Poséidon et Jason. À tous de l'EDO, attention pour décompte final. En 1992, le satellite franco-américain Topex Poséidon est lancé depuis la base de Kourou. 9 ans plus tard, son successeur Jason 1 le rejoint en orbite. Grâce à la miniaturisation des technologies, il est 5 fois plus léger, tout en ayant des performances au moins comparables. Ces satellites sont les arpenteurs des mers. Ils mesurent au centimètre près la distance qui les sépare de la surface océanique pour nous offrir une vision de l'océan jamais atteinte jusqu'alors. Le principe de fonctionnement d'un satellite altimétrique est relativement simple. Ça consiste à embarquer à bord du satellite un radar qui va mesurer très précisément la distance entre le satellite et le niveau de la mer. Par ailleurs, on connaît parfaitement l'altitude du satellite par rapport au référentiel terrestre et en faisant la différence entre ces deux quantités, on obtient la hauteur du niveau de la mer et à partir de ce paramètre, on peut bien sûr faire de nombreuses études sur la circulation océanique, sur l'évolution moyenne du niveau des mers, sur les marées, sur les effets saisonniers et sur le géoïde marin entre autres. Les données altimétriques sont aussi utilisées pour les études sur le réchauffement de la planète. Les relations océan-atmosphère sont mieux comprises. Avec Jason et Topex Poséidon, c'est tout le climat de la planète mer qui est ainsi sous surveillance. Le satellite Topex Poséidon a été lancé en août 1992. Ça fait maintenant plus de 11 ans et demi qu'il fonctionne parfaitement, alors qu'au départ, il était prévu pour une durée de vie limitée à 5 ans. Donc il remplit sa mission au-delà de toute espérance. Et Jason 1, il a été lancé le 7 décembre 2001. Il a été positionné dans un premier temps exactement sur la même orbite que celle de Topex Poséidon. Les deux satellites se suivaient à 1 minute d'intervalle. Puis 9 mois plus tard, en septembre 2002, on a modifié l'orbite du satellite Topex Poséidon de manière à le décaler d'environ 100 km par rapport au satellite Jason 1. Donc, ce qui fait qu'actuellement, les deux satellites Jason et Topex Poséidon volent en formation, juste séparés latéralement d'une distance de 100 à 150 km. Ce qui permet de doubler
le nombre d'observations au-dessus des océans et donc de pouvoir observer des phénomènes à plus petite échelle. Des satellites comme Topex et Jason apportent des informations sur l'état de la surface de la mer, mais en aucun cas ne nous renseignent sur ce qui se passe en profondeur dans l'océan. Et pour ça, on a besoin de réaliser des mesures in situ, comme par exemple des mesures de la température ou de la salinité de l'océan. Et l'ensemble de ces informations, à la fois issues de l'espace et des mesures in situ, vont aller nourrir des modèles qui vont nous permettre de mieux comprendre la dynamique de l'océan. Les observations in situ sont indispensables pour compléter, corriger et valider les mesures des satellites altimétriques. Le réseau d'observation comprend des moyens de mesure tels que des bouées de surface, des bouées dérivantes, ainsi que des bouées immergées. Elles mesurent la température, la salinité et les courants en surface et en profondeur. La plupart des données sont collectées par le système spatial Argos. On utilise également de nombreux marégraphes répartis sur tout le globe. Ils mesurent les variations de hauteur de mer. Au cap de Senetosa, en Corse, ont ainsi été placés plusieurs marégraphes côtiers. La position de ces marégraphes est vérifiée régulièrement par rapport à des points géodésiques absolus. Les mesures marégraphiques sont complétées par des mesures GPS de niveau de la mer. Toutes ces mesures sont faites à la verticale du satellite lors d'un de ses passages. On peut alors comparer les données satellitaires avec les mesures in situ d'un même lieu et d'un même instant. Ces mesures sont en premier lieu utilisées pour valider les données délivrées par les satellites. Dès que le satellite est bien positionné sur son orbite, la première chose à faire est de vérifier le bon fonctionnement des instruments et de vérifier la bonne qualité des mesures. Pour cela, on compare des mesures du niveau de la mer faites par des moyens in situ avec les mesures du niveau de la mer faites par le satellite. Puis, après la qualification du satellite, les données in situ sont également utilisées pour compléter les données satellitaires. Toutes ces mesures satellites in situ vont être intégrées dans des modèles de circulation océanique, des modèles très complexes, très compliqués, qui vont nous permettre de décrire la circulation océanique, la dynamique océanique, non seulement en surface, mais également en profondeur, et qui vont nous permettre également de faire des prévisions de l'évolution de cette dynamique océanique. C'est de la complémentarité des mesures spatiales et des mesures in situ qu'ont pu émerger des modèles de prévision océanique, réalistes et précis, comme le modèle français Mercator. Les océans jouent un rôle fondamental dans le système climatique grâce à leur grande capacité à absorber la chaleur de l'atmosphère, puis la restituer après l'avoir transportée par les courants océaniques sur de très longues échelles de temps et sur de très grandes distances. Les océans et l'atmosphère interagissent par des échanges de chaleur et des transferts de masse d'eau. Les courants assurent quant à eux la redistribution de chaleur des régions océaniques les plus chaudes vers les plus froides. Les climats terrestres sont ainsi fortement influencés par les océans. Les mouvements des courants, les changements de température ou de salinité, en surface mais aussi en profondeur, modifient la hauteur de la surface de l'océan. En mesurant précisément les différences de hauteur de mer, les satellites Topex Poséidon et Jason nous renseignent sur l'ensemble des phénomènes physiques qui affectent l'océan et leurs conséquences sur le climat, notamment sur les brèves mais destructrices perturbations telles que le phénomène El Niño. Ce phénomène climatique de forte intensité se produit certaines années dans le Pacifique, au large du Pérou. À cet endroit, les eaux se réchauffent de plusieurs degrés et perturbent l'écosystème local. Depuis 1993, Topex Poséidon a observé à plusieurs reprises le transfert des eaux chaudes qui traversent l'océan Pacifique d'est en ouest. En 1997, pour la première fois, l'ampleur du phénomène a pu être anticipée grâce aux satellites altimétriques. Il a eu cette année-là une intensité incomparable avec une élévation du niveau de la mer de plus de 30 cm, affectant le climat de la planète tout entière. Les satellites océanographiques permettent d'étudier également les variations du niveau moyen des mers au centimètre près.
Plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes, dont certaines sont vulnérables à la hausse du niveau de la mer. Accélération de l'érosion des plages et des falaises, mais surtout submersion des régions littorales basses. La surveillance spatiale du niveau des mers et de la fonte des glaciers apporte ainsi des informations primordiales dans le débat sur le réchauffement climatique dû à l'accroissement de l'effet de serre. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que pour la première fois, grâce à Topex Poséidon, on a pu suivre le déroulement complet de l'événement El Niño de 1997-1998. Et ces observations ont permis aux océanographes d'améliorer leur modèle. Et leur ambition maintenant, c'est de pouvoir prédire plusieurs mois à l'avance les futurs événements El Niño. Ceci éventuellement permettrait de prévenir les populations et d'anticiper les catastrophes socio-économiques qui souvent accompagnent les événements El Niño. Un autre résultat extrêmement important obtenu par Topex Poséidon, c'est le suivi du niveau moyen de la mer. La mer a monté d'environ 15 cm au cours du XXe siècle et cela, c'est ce que les marégraphes nous apprennent, nous ont appris. Le problème avec les marégraphes, c'est qu'ils ont deux défauts majeurs. Le premier, c'est qu'ils sont peu nombreux. Leur distribution est extrêmement inhomogène et ils sont essentiellement localisés le long des côtes continentales et sur quelques îles volcaniques. Donc en aucun cas, ils ne sont capables de dire ce qui s'est passé en plein océan. Leur deuxième défaut, c'est qu'ils enregistrent les mouvements de la croûte terrestre. Or, ces mouvements sont nombreux, ils sont du même ordre de grandeur que le niveau de la mer, et le marégraphe est incapable de dire si c'est la mer qui monte ou la croûte qui descend, ou bien l'inverse. Et grâce à Topex, pour la première fois, on a pu suivre depuis une dizaine d'années les variations globales du niveau de la mer, dans un repère absolu, c'est-à-dire que cette fois-ci, les mouvements de la croûte ne sont pas pris en compte. Alors qu'est-ce que nous dit Topex? Eh bien, Topex nous a appris que le niveau de la mer a monté de 3 cm en 10 ans. Ceci est beaucoup et c'est presque un facteur 2 plus grand que ce qui s'est passé au cours des précédentes décennies. Et on se demande si on n'est pas là en train d'observer une accélération de la remontée du niveau des mers, peut-être une conséquence du réchauffement global. Ce qu'on a appris récemment, c'est que cette remontée du niveau de la mer, cette hausse du niveau de la mer mesurée par Topex Poséidon est probablement causée par le réchauffement de l'océan. Mais il y a aussi sans doute une contribution due à la fonte des glaciers de montagne et peut-être de la fonte du Groenland et de la partie est de l'Antarctique. Située au centre du Pérou, la Cordillère Blanche est la plus grande chaîne de montagnes glaciaires tropicales au monde, avec des sommets à plus de 6000 mètres et 700 glaciers. Du fait du réchauffement climatique, il diminue fortement depuis plus de 20 ans, avec pour conséquence future une baisse importante des ressources en eau pour les bassins de population situés en aval jusqu'au littoral. Grâce aux images satellites, un important travail de reconnaissance et d'inventaire des glaciers est mené par des ingénieurs péruviens de l'Institut des ressources naturelles, aidés par les chercheurs français de l'Institut de recherche pour le développement. Regardez, ici il y a un exemple. Auparavant, il y avait un glacier au-dessus de la lagune. Et maintenant, toute la partie glaciaire a disparu. On a travaillé sur plusieurs glaciers et on a observé un recul très prononcé depuis les années 90 jusqu'à 2000. Ce recul peut aller jusqu'à 300 mètres. Maintenant, il reste à généraliser cette étude sur l'ensemble de la Cordillère Blanche. Et ma présence ici et cette formation a pour but de mettre au point une méthodologie qui va leur permettre de faire l'inventaire des glaciers. Ce travail est aujourd'hui rendu possible grâce à des images satellites de plus en plus précises, comme ici avec Spot 5, images qui permettent de mieux délimiter les glaciers. Autre conséquence de cette fonte et du retrait des glaciers, des lacs d'altitude se multiplient et grossissent. Dans cette zone du monde particulièrement touchée par les tremblements de terre, les éboulements, les chutes de glaciers, ces eaux turquoises, si pures et si calmes, représentent un danger mortel pour les populations andines. L'exemple de la lagune Safuna est significatif. Au mois d'avril 2002,
s'est produit un éboulement de roches et de débris qui est tombé entre la fin de la langue glaciaire et la surface de la lagune. La vague engendrée par l'éboulement atteignit plus de 75 mètres de haut. Ce jour-là, l'eau qui passa au-delà de la moraine ne fit que quelques victimes, des vaches et des lamas. Mais si la moraine avait cédé, ce sont 20 millions de mètres cubes d'eau qui auraient déboulé dans les vallées étroites et atteint des zones habitées. C'est dire l'importance d'un travail régulier d'aménagement et de contrôle de l'ensemble des lagunes. Un travail qui fait désormais appel aux techniques spatiales. On peut voir sur cette image de nombreuses lagunes. On est ici, sur ce point, sur la moraine latérale de Safuna. En complément de ce qui se fait ici sur la lagune à Safuna, ce que peut apporter l'imagerie satellite, c'est un repérage des différentes lagunes dans la Cordillère Blanche afin de les identifier et de pouvoir les suivre dans le temps. Et pour cela, on a plusieurs satellites qui sont utilisables, notamment Spot 5 qui a une plus haute résolution et qui nous permettent de mieux définir les superficies des lagunes. Il suffit d'une image par an en saison sèche, il n'y a pas de nuages. Et avec une image par an, je pense qu'on peut suivre raisonnablement l'évolution de ces lagunes et intervenir lorsque leur étendue devient dangereuse. Si nous voulons obtenir des résultats rapides au niveau de notre pays, qui possède 18 cordillères, avec des zones enneigées et des grands glaciers, partir d'images satellites peut simplifier énormément le travail. Le temps d'exécution des inventaires est nettement réduit par rapport à l'acquisition d'images ou de photos aériennes. Localiser, surveiller, mesurer, tels sont les apports des technologies spatiales pour assurer la sécurité des populations et anticiper les conséquences d'un réchauffement annoncé. Ces dernières années, les chercheurs ont essayé d'utiliser l'altimétrie pour étudier les eaux continentales, et ça marche bien. On mesure maintenant avec TOPEX, Jason, ainsi qu'avec les satellites de l'Agence spatiale européenne, ERS et Envisat, les niveaux d'eau des lacs continentaux, des mers intérieures comme la mer d'Aral ou la mer Caspienne, mais aussi des grands fleuves du monde comme l'Amazone, le Gange, le Congo ou bien d'autres fleuves. Et ça, c'est très intéressant parce que, alors qu'actuellement les réseaux hydrographiques in situ sont en train de disparaître dans la plupart des grands bassins hydrographiques du monde, on a maintenant, grâce à l'altimétrie, un outil qui nous permet de mesurer en permanence et à l'échelle de la planète entière les niveaux d'eau des grands fleuves. Les applications sont importantes, à la fois pour les études sur le climat, mais également pour le suivi des ressources en eau de la planète. Optimisés pour l'étude des océans, les satellites d'altimétrie s'avèrent également performants pour la surveillance du niveau des fleuves larges, des grands lacs et des mers fermées. L'altimétrie satellitaire, c'est vraiment un outil extrêmement important car ça nous offre plusieurs possibilités. Tout d'abord, de faire des bilans hydrologiques de l'ensemble des lacs à la surface de la Terre, et ça dans des zones qui ne sont pas toujours très bien pourvues en instrumentation et pas toujours très accessibles. En Tanzanie et Rhodésie, dans la région des Grands Lacs, l'altimétrie a permis de mettre en évidence la relation directe entre le niveau des lacs et la pluviosité qui est liée aux variations de température de l'océan Indien. C'est une information essentielle pour mieux comprendre le climat de la région. Plus au nord, en Égypte, l'information tirée des mesures altimétriques permet de suivre précisément la régulation du niveau d'eau par le barrage du lac Nasser. Ce qui est vrai sur les lacs est également vrai sur les fleuves. L'altimétrie satellitaire peut nous permettre d'étudier les fleuves. Si on prend l'exemple de l'Amazone, qui est un fleuve énorme et qui est très difficile à mesurer sur le terrain, avec l'altimétrie satellitaire, évidemment, on offre une information nouvelle et globale. Dans le bassin amazonien, depuis quelques années, les scientifiques utilisent les données altimétriques pour tenter de comprendre et modéliser les flux d'eau et les transferts de masse sur le fleuve en fonction de la climatologie, notamment de la pluviométrie. Cette courbe met en évidence la variabilité du niveau de l'Amazone, bien corrélée à l'analyse des anomalies de précipitation.
Les basses eaux de l'année 1998 sont probablement liées à l'événement El Niño de cette année-là. L'altimétrie sur les lacs et les fleuves permet de plus à mesurer l'impact des constructions humaines, de l'activité humaine, comme par exemple l'irrigation ou les barrages. Et un des meilleurs exemples sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est celui de la mer d'Aral. L'assèchement de la mer d'Aral est une des catastrophes écologiques majeures du XXe siècle. Situé en Asie centrale, son volume a baissé de 80% depuis les années 1960 à cause de la grande quantité d'eau prélevée en amont. À certains endroits, les côtes ont reculé de plus de 120 km et la mer d'Aral s'est séparée en deux bassins, la Grande et la Petite Aral. Dans le cas de la Grande Aral, nous avons suivi la baisse de son niveau par Topex Poseidon depuis une dizaine d'années et nous avons quantifié exactement la baisse de ce niveau, ce qui a permis de vérifier que finalement elle baisse moins vite que ce qu'elle aurait dû. Et si elle baisse moins vite que ce qu'elle aurait dû, c'est que peut-être, une des hypothèses avancées, peut-être il y a un apport d'eau souterrain qui n'était pas prévu ou dont on ne tenait pas compte par le passé. Donc c'est un des apports de l'altimétrie, dans ce cas spécifique de la mer d'Aral, qui permet de déterminer certaines composantes du bilan hydrologique mal connues initialement. L'océanographie spatiale commence à développer des applications pratiques, par exemple dans les domaines de la pêche ou encore de la navigation civile et militaire. Alors cette océanographie opérationnelle a pour ambition, comme la météorologie il y a plusieurs décennies, de pouvoir prévoir l'état de l'océan plusieurs jours à l'avance. Mercator est un projet français d'océanographie opérationnelle qui combine les données de satellites altimétriques et radars et les données in situ pour fournir chaque semaine des bulletins de prévision d'état de la mer en surface et en profondeur. Alors Mercator, c'est un système qui permet de transformer une information satellite, qui est une vision de surface, une information qui vient des bouées, qui est une vision verticale, en une information cohérente dans les trois dimensions et même dans la dimension de temps. On est capable de décrire l'océan en température, en salinité, en courant, en surface, à 3000 mètres de fond, aujourd'hui même ou même dans les 2 semaines qui vont venir. Et ce qu'on sait faire de plus, et ce qui est assez phénoménal, c'est qu'on sait le faire en temps réel, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable aujourd'hui d'avoir un bulletin qui vous décrit la situation aujourd'hui et pour les 15 jours à venir. La salinité à 1000 mètres de profondeur, 15 jours à l'avance, surtout l'Atlantique Nord ou la Méditerranée, on sait le faire. Mercator est opérationnel depuis le début de l'année 2001. Voici par exemple l'état de la mer constaté au large du Brésil. La prévision faite par Mercator 15 jours plus tard met en évidence l'apparition d'un fort tourbillon. Cette prévision est très proche de l'état de la mer réellement constaté. C'est utile à tous les gens qui vont en mer. On peut y aller pour des raisons commerciales, pour des raisons de recherche, pour des raisons militaires, pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. La dérive de nappes de pétrole, par exemple, naturellement, les courants influencent la dérive des nappes en surface, donc on doit prendre en compte cette information-là. On a une information utile pour la recherche. Les gens qui partent en campagne en mer sont contents de savoir à l'avance quelle situation océanique ils vont trouver, parce qu'ils vont pouvoir optimiser en fonction de ça les mesures qu'ils vont faire et donc améliorer leur connaissance de l'océan. Mercator sert également aux équipes qui travaillent sur le climat. Prévoir le climat à l'échelle de la saison nécessite d'avoir un océan bien décrit pour le coupler à l'atmosphère. Sans cette application, il ne sera pas possible de disposer de prévisions saisonnières du climat régulières et fiables. Il y en a d'autres qu'on va découvrir, et en particulier un secteur qui est assez important, qui est le lien vers le côtier. Là, on a l'océan du large, qui a une influence assez importante sur les côtes. Et dès lors qu'on s'approche des côtes, on va trouver d'autres personnes qui vont modéliser de façon très fine les situations côtières. Et là, on se rapproche de thèmes comme l'aquaculture, par exemple, ou les pollutions, les algues toxiques qui vont émerger, pour lesquelles on sait que l'influence de l'océan lui-même, de la physique de l'océan, est importante. Donc on va coupler ce système d'océanographie physique, température, salinité, courant, avec des modèles d'écosystèmes. Ça, c'est la génération suivante à laquelle on travaille. Aujourd'hui, grâce aux mêmes systèmes spatiaux, on commence à étudier les eaux continentales, c'est-à-dire les eaux qui sont situées dans les réservoirs de surface, mais également les eaux qui sont situées sous la surface.
Et est en train de se développer une nouvelle science, l'hydrologie spatiale, qui a pour ambition, dans le futur, d'étudier la distribution des réserves d'eau douce, leur variabilité en réponse au changement climatique et contribuer ainsi à connaître les ressources en eau de la planète qui, comme on le sait, représentent un des enjeux majeurs des décennies qui viennent.